Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission hebdomadaire d'information politique qui vous permet d'avoir une synthèse générale du panafricanisme dans l'information vraie. Ensemble, pendant une heure, nous allons décortiquer la politique panafricaine. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission, puisqu'on parle un peu de la Côte d'Ivoire, oui, il y a eu un remue-ménage et chez tous les Ivoiriens aujourd'hui, un nom revient. Le nom du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Makongo. Tout le monde ne parle que de ce ministre. Pourquoi? Parce qu'il y a des casses, il y a des maisons détruites. Alors que pour certains aujourd'hui, ne voient pas le bienfait de toutes ces mesures qui sont prises. Avec l'approche des grandes pluies, où il y a souvent des éboulements de terre, avec des constructions qui se font un peu de manière anarchique, il est temps de s'opposer et de ne pas toujours mettre la critique négative en avant. C'est le lieu ici où toute l'équipe de rédaction de CNN a décidé de présenter à tous les Africains, puisque c'est valable dans presque tous les pays d'Afrique, surtout les capitales, comment s'est construite la ville que tous les Africains francophones adorent. Nous l'avons diffusé une fois dans notre émission, mais il est important, à la demande de certains internautes et de certains téléspectateurs, de rediffuser cet élément qui montre comment Paris, qui avait aussi, comme en Côte d'Ivoire, on parle des Ébriers, qui sont pratiquement les autochtones de la ville d'Abidjan, eh bien à Paris, il y avait aussi des Parisiens qui étaient dans le village, était le 18e arrondissement, le 16e arrondissement, le 8e arrondissement. Eh bien Paris a subi une transformation. Ne regardons pas toujours le côté négatif, essayons de nous dire que nos gouvernants ont une idée positive pour apporter du bonheur à nos populations. C'est cet élément que l'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous présenter. Comment Paris s'est construit. Reportage. Comment les transformations de Paris réalisées par Haussmann reflètent-elles le projet politique et social de Napoléon III? En 1850, Paris compte 1 million d'habitants. Elle est derrière Londres la deuxième ville la plus peuplée d'Europe. Ses rues sont sombres et étroites, les équipements sanitaires font défaut, des Parisiens sont obligés de recourir à l'eau de la Seine pour boire ou se laver. L'absence d'égouts favorise la propagation des épidémies. Le développement urbain est désordonné. Les entrepreneurs implantent leurs fabriques sans contrôle. Avec l'exode rural, les ouvriers de plus en plus nombreux s'entassent dans de petits logements insalubres. Cette situation ternit encore plus l'image de Paris, considérée depuis la Révolution comme une cité insurrectionnelle. Napoléon III veut assainir et renouveler la capitale. Impressionné par Londres, il veut un Paris moderne, éblouissant et facile à contrôler. La capitale impériale doit être à l'image de sa puissance. Son réaménagement est confié au préfet de la Seine, Georges-Eugène Haussmann. Il prend le contrôle de la ville et annexe une douzaine de communes situées entre le cœur de la cité et les fortifications extérieures. Paris, divisé en 20 arrondissements, compte 40% de superficie et 300 000 habitants en plus. Il perce de larges voies en plein cœur de la capitale afin de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre en cas d'émeute. Il procède à la destruction de 25 000 maisons, tandis qu'il encourage la reconstruction de nombreux immeubles. Un réseau d'eau potable et d'assainissement de plusieurs centaines de kilomètres est réalisé, des squares et des parcs sont implantés, et les bois situés en périphérie sont aménagés selon le modèle londonien de la ville aérée. 5 gares, conçues comme les nouveaux temples de l'Empire, structurent la cité nouvelle. Elles donnent sur des avenues aux trottoirs arborés et jalonnés de bancs, de kiosques et de fontaines. Les chaussées sont pavées et bordées d'immeubles de 7 étages construits en série. L'unité architecturale de l'ensemble compose un style nouveau typiquement haussmannien.
Grâce aux artères réagencées, les omnibus traversent Paris en 20 minutes. Pour ravitailler une population grandissante, les halles sont reconstruites selon le vœu de l'empereur qui souhaite un parapluie de verre. De nombreux bâtiments sont rénovés ou réhabilités. De nouveaux lieux du pouvoir et de la culture sont édifiés comme le palais de justice et l'Opéra Garnier. Les curieux affluent du monde entier pour voir Paris transformé. Mais les Parisiens endurent les désagréments d'une restructuration colossale. Napoléon III et Haussmann veulent agir vite, sans trop se soucier du patrimoine. Certaines personnalités attachées au Paris médiéval condamnent les destructions massives en rupture avec le passé. D'autres, comme Jules Ferry, critiquent le coût excessif des transformations et dénoncent les opérations immobilières qui profitent aux proches du régime. Voici une cité de 2 millions d'âmes condamnées à la cherté éternelle et à la hausse permanente des loyers. Même si beaucoup d'ouvriers travaillent sur les chantiers, nombre d'entre eux n'ont plus les moyens d'habiter le centre de la ville. Chassés du cœur de la capitale, ils partagent un profond sentiment d'amertume. En raison de ces nombreuses critiques, Haussmann est démis de ses fonctions quelques mois avant la chute de l'Empire. Mais cela n'empêche pas les travaux de se poursuivre jusqu'à la Première Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, Paris est une ville réinventée. Comme Napoléon III le souhaitait, les travaux du baron Haussmann ont fait entrer dans la capitale la lumière bienfaisante du soleil. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le pays de la Teranga, présidé par son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Nous allons au Sénégal. Le président sénégalais chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est sur le terrain dans le cadre des attributions des parcelles à Mbour 4, nouvelle ville de Thiès. Rien ne sera plus comme dans le passé. Le président tient à faire un point d'honneur en respectant tout ce qu'il a promis au peuple sénégalais. Reportage. Le président élu de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, veut faire comprendre à son peuple le pourquoi des mesures de suspension des procédures domaniales et foncières au Sénégal. En chef d'État avisé, il a effectué une visite inopinée sur les sites d'extension de Bourkat et la nouvelle ville de Thiès. Sa délégation était composée des autorités administratives et locales. C'est alors que le chef de l'État sénégalais a constaté les dégâts avec les services des domaines et de l'urbanisme. On est entré par là, on a fait ce grand tour jusqu'ici, on est passé par là. Jusqu'ici, on est actuellement ici. Tout ce que vous voyez, c'est Mbourkat. Tout le reste, c'est la nouvelle ville. Dans ce plan, vous avez les grandes superficies. À l'intérieur, il y a des parcellaires. Qu'est-ce que vous appelez grandes superficies? Les grandes superficies, quand je dis grandes superficies, c'est les superficies qui varient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Maintenant, les petites superficies, c'est le morcellement de ces grandes superficies à l'intérieur. Ce sont les parcellaires pour que les gens puissent disposer d'une assiette pour pouvoir ériger une construction ou un équipement. La ville de Thiès, elle a été... On a mis à sa disposition combien de parcelles? 120. 120 parcelles pour toute la ville. Ça fait environ combien d'hectares, monsieur? Un hectare, c'est environ 45-30 parcelles. Parce que ça, on a des parcelles de 200 mètres carrés, on n'a pas des parcelles de 150 mètres carrés. 120 parcelles de 200 mètres carrés, c'est combien d'hectares? 3 hectares. 3 hectares. Ce que je voudrais établir, c'est qu'il est arrivé dans ces lotissements-là qu'à la ville de Thiès, pour tous les citoyens de la ville, j'allais dire presque, en prenant pas en compte pour le moment les communes, qu'on donne 3 hectares. Et qu'à un seul individu, on donne 13 hectares par exemple, c'est arrivé. Et c'est ce que je vois là, partout, avec des 30 hectares par-ci, des 9 hectares par-là, des 37 hectares là. Des 5 hectares. Parfois à des citoyens aussi, 20 hectares. Pour la même personne. 16 hectares, 18 hectares, 40 parcelles pour une seule personne.
On ne peut pas laisser passer ça. Nombreuses irrégularités constatées par le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, aux yeux de toute la délégation qui l'accompagne et les responsables des domaines, ce qui, de facto, entraîne des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici. Déjà en prison, j'ai eu des informations faisant état de personnes qui étaient membres de l'ancien régime et d'autres à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thiès dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait distribuer à ses concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thiès, qui se trouve principalement dans la commune de Keur-Moussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Keur-Moussa. Que la commune de Keur-Moussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Keur-Moussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné, des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribueurs se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier qu'ils savent qu'il est irrégulièrement acquis. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thiès. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. Le président de la République souhaite restituer une justice sociale pour des communes bénéficiaires des parcelles dérisoires de 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen thiessois, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider au destiné de cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça ne passera pas. Le sens de la démarche du président Bassirou à faire auditer et régulariser cette frauduleuse situation relevant du passé. C'est alors qu'il a demandé aux services compétents fermeté sur toutes les décisions concernant les sites répertoriés. Le Gabon qui, le 2 avril, pendant que du côté du Sénégal, on parlait de prestations de serment, on parlait de investitures et de passation de pouvoir au Gabon, tel avait prévu le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, respectant toutes les dates. C'était l'ouverture du dialogue national, présidé par son Excellence, le général chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, comme annoncé et attendu, le mardi 2 avril 2024, a vu les travaux du dialogue national inclusif s'ouvrir par une somptueuse et solennelle cérémonie qui à jamais sera marquée dans le marbre de l'histoire du Gabon. Notre correspondant à Libreville, Teddy Ossé. Le palais des sports de Libreville a été pris d'assaut par une véritable marée humaine. À croire qu'aucun Gabonais ne voulait manquer ces instants mémorables. Tout y était. Solidarité enthousiaste, communion fusionnelle et émotion vibrante. Faste et somptuosité étaient en harmonie parfaite avec la prestigieuse présence du président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait à ses côtés son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra. L'atmosphère et l'ambiance avaient de manière marquée une fusion fraternelle qui laissait transparaître un Gabon retrouvé, uni
est fier. Le clergé, dans toutes ses composantes confessionnelles, est au directoire de ce dialogue national inclusif. Et les différentes adresses faites allaient dans le sens que l'issue des travaux devrait opérer la genèse d'une renaissance d'un Gabon de droit, de justice, de solidarité par une gouvernance exemplaire et vertueuse. Peuple gabonais, la solennité de l'événement de ce jour, du 2 avril 2024, nous invite à l'observation d'une minute de silence, en hommage à tous ces Gabonaises et Gabonais épris de valeurs démocratiques qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ouvrir ces travaux du dialogue national inclusif équivaut à ouvrir une page de ce grand livre de notre histoire. Permettez-moi de commencer par remercier le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, pour son rôle de facilitateur de la CAC et son implication sans relâche à accompagner le Gabon dans ce processus de transition. Ces remerciements s'adressent également à tous nos amis de la CAC, dont l'action déterminante a déjà permis d'aboutir à la levée des sanctions qui pesaient sur le pays. L'armée a fait sa part. Il revient donc au clergé, à l'Église, de faire la leur. C'est dire que le dialogue national inclusif, nous l'avons mis sous le sceau des dieux. Ces thèmes ont été développés avec responsabilité et conviction par le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et le monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Le président de transition, chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé à l'édification d'un Gabon nouveau qui sera à tout jamais débarrassé des scories d'hier. La responsabilité de léguer pour la postérité un pays plus juste sera la mission du bureau, a répondu en écho le monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Chers compatriotes, ce dialogue constitue, j'en suis convaincu, l'espoir de tous les Gabonais de voir enfin notre cher pays sortir de ces crises multiformes et d'emprunter résolument et définitivement le chemin de la restauration des valeurs, de l'intégrité, de la fraternité, du partage, du développement socio-économique qui font les grandes nations. Devant l'assistance nombreuse, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a promis et affirmé qu'il transformera en texte les décisions du dialogue national. J'en appelle à la responsabilité et au patriotisme de tous, pour qu'à nouveau, unis dans la concorde et la fraternité, le Gabon rêvé par nos ancêtres, nos pères, nos aînés, tels que Bombé, Wongo, Eman Tolé, Léomba, René Paul Soussat, Germain-Ba, Paul Indjenje Ngonjo, Omar Bongo, Nduna Depeno, Simon Oyonaba, Joseph Renzambe, Martine Oulabou, Pierre Mambundu et bien d'autres s'éveillent et demeurent dignes d'envie. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je déclare ouvert
les travaux du dialogue national inclusif. Les moments de réjouissance de ces assises ont vu la prestation de l'icône de la musique gabonaise, Pierre Claver-Nkendenge, qui a électrisé, invité participants. Et que dire de la maestria et surtout de ce retour inattendu d'André Pépé Zé, dont le classique titre Nzal porte la symbolique et la philosophie qui cadrent avec la circonstance. Toutes choses qui ont fini par émouvoir de façon touchante et humaine le général Brice Clotaire Oligui Nguema et par la suite, comme une sensation contagieuse, le titre Libérer la liberté a fait chavirer le tout palais des sports de Libreville. Le prince Martin Rompavette n'était pas en reste, mais plutôt bien en verve en chantant son ode à la démocratie. Les Gabonaises et les Gabonais ont un mois pour confectionner et écrire une page nouvelle qui viendra consacrer un véritable état de droit tel que souhaité par tous. Nous parlons du Nigeria maintenant. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet extraordinaire avec ses homologues. Le président de la République a participé aux travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Il s'agit à ce sommet de la situation sécuritaire et politique dans la sous-région ouest-africaine. Un élément majeur de ce qui contribue aujourd'hui à assainir le climat sociopolitique dans la sous-région ouest-africaine. Reportage Ousmane Koulibaly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce samedi 24 février 2024 à Abuja au Nigeria aux travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation sécuritaire et politique dans la sous-région. Dans son intervention à la cérémonie d'ouverture, le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Ahmed Bola Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a exprimé sa préoccupation face aux multiples défis qui se posent dans la sous-région en matière de paix, de démocratie, de stabilité et de sécurité. Cependant, face à ces enjeux, il a dit garder bon espoir que par un dialogue constructif, un bon jugement, les efforts cumulés des uns et des autres, ainsi qu'un sens élevé des responsabilités, les chefs d'État et de gouvernement parviendront à trouver des solutions qui garantiront une paix et stabilité durable pour la sous-région. Et pour cela, le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Ahmed Bola Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a exhorté ses pairs et les participants au sommet à prendre des décisions courageuses en ayant à cœur les préoccupations des populations tout en préconisant un réexamen des mesures prises à l'encontre de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les travaux ont été marqués par une session à huis clos des chefs d'État et de gouvernement. Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont appelé à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum ainsi que de sa famille et des détenus politiques. Le sommet a en outre décidé de la lever pour des raisons humanitaires d'une partie des sanctions imposées au Niger, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les États membres de la CEDEAO et ce pays, et le gel des avoirs du Niger auprès des banques centrale de la CEDEAO. Sur le Sénégal, les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte de la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril 2024 et l'ont félicité pour les réalisations remarquables en matière d'infrastructure et de développement économique qu'il a effectuées en tant que président de la République du Sénégal ainsi que pour son leadership exemplaire en Afrique et dans le monde. En marge du sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, se sont retrouvés également pour un sommet extraordinaire de l'Union. Les travaux ont porté sur l'analyse de la situation socio-économique dans l'Union. À l'issue de la session, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont endossé les décisions du sommet de la CEDEAO, levant les sanctions contre le Niger. Au terme des travaux de ces deux sommets, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée du samedi 24 février 2024. S'il est vrai que la Covid aura apporté quelque chose de positif dans le management des entreprises et même auprès de certains États, c'est l'occasion des différentes réunions aujourd'hui qui se tiennent par vidéoconférence. Nous allons au Tchad pour parler de cette réunion par vidéoconférence qui concernait
les chefs d'État des pays membres de la CEMAC. À ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, à savoir la communauté des États membres de l'Afrique centrale, un nouveau gouverneur désigné pour la Banque des États de l'Afrique centrale, à savoir la BEAC. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a participé ce 9 février 2024 par visioconférence à une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Convoqué par le président en exercice de la CEMAC, le président de la République de Centrafrique, le professeur Faustin Archange Touadéra, cette session a acté la nomination du nouveau gouverneur de la BEAC et du directeur général. Le gouverneur sortant, le tchadien Abbas Mahamat Toli, a été, quant à lui, adoubé par les chefs de l'État de la CEMAC comme candidat au poste de président de la Banque africaine de développement, la BAD. Cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC a discuté de la vacance de pouvoir à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale, occasionnée par la fin du mandat de M. Abbas Mahamat Toli, ainsi que d'autres réajustements à opérer à la tête de quelques institutions communautaires. Le président Faustin Archange Touadéra, président en exercice de l'institution communautaire, qui a présenté le décor de la rencontre, a énuméré les points essentiels à débattre qui portent sur les nominations au poste de gouverneur et directeur général de la BEAC et du secrétaire général de la COBAC, Commission bancaire de l'Afrique centrale. Mais d'abord, la parole a été donnée au gouverneur sortant, M. Abbas Mahamat Toli, pour la présentation de son rapport. C'est dans un contexte très difficile caractérisé par la récession économique, notamment la chute des cours des matières premières, l'insécurité dans la sous-région, le Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne que s'est déroulé le mandat, mais M. Abbas Mahamat Toli, grâce au soutien multiforme des chefs d'État de la communauté, a su insuffler une dynamique économique réconfortante dans la zone CEMAC. C'est un bilan exhaustif énumérant les réalisations, les réformes structurelles, ainsi que les défis qui se posent à la dynamique de l'institution que M. Abbas Mahamat Toli a étalée. Les chefs d'État ont pris acte de son rapport et l'ont félicité pour le travail abattu pour la communauté. De quoi émerveiller le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a proposé la candidature de M. Abbas Mahamat Toli à ses pairs pour le poste de président de la Banque africaine de développement. Au regard de ses compétences et des résultats qu'il laisse derrière lui à la BEAC, la conférence des chefs d'État l'a adoubé pour être le candidat de la CEMAC à ce poste. Sur ce, les chefs de l'État se sont retrouvés à huis clos pour procéder aux nominations du nouveau gouverneur, du directeur général de la Banque centrale et du secrétaire général de la COBAC. Selon le principe de rotation ou poste de responsabilité en vigueur dans les pays membres, le poste de gouverneur revient à la République centrafricaine qui a proposé M. Yvon Sana Bangui et dont la nomination a été actée par les chefs d'État. La direction générale de la Banque centrale revient au Tchad qui y a proposé M. Mahamad Djibril Souleymane, également acté par la conférence. La nomination du secrétaire général de la COBAC n'a par contre pas requis l'approbation de toute la conférence. Aussi a-t-elle décidé de surseoir en recommandant au président de la COBAC de lui présenter dans un meilleur délai un rapport motivé et détaillé pour décision. En attendant, c'est la Centrafrique qui continue à assurer ce poste en dépit du principe de non-cumul des responsabilités à la tête des institutions de la CEMAC par un même pays. Les Africains ont tout compris, ils ont décidé de faire des choses comme il se doit. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Nous quittons le Gabon et nous arrivons en Côte d'Ivoire pour voir comment l'œil de celui qui a décidé de protéger tous ses compatriotes, respecter la feuille de route donnée par son Excellence le président Alassane Ouattara au niveau de la défense nationale. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, est attentif à tout ce qui touche à la sécurité des Ivoiriens. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Tene Birahima Ouattara, a visité le 5 juin 2024 le navire Furor du Royaume d'Espagne accosté au large des côtes ivoiriennes. Merci comme ça Ousmane Koulibaly, qui a toujours sa sacoche caméra pour nous rapporter les images, assisté de l'évite Elie Vonan et à la post-production très fine et professionnelle de Marcel Bassolé et Constant Ricard. En Côte d'Ivoire, il s'agit là du 6e patrouilleur océanique et du 2e de la série BAM de la marine espagnole en escale à Abidjan. Le mercredi 5 juin 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tene Birahima Ouattara, à bord du navire BAM Furor espagnol, a inspecté attentivement les différents compartiments afin d'apprécier les différentes unités et équipements de pointe.
ce qui fait que ce navire d'action maritime possède les outils les plus performants de l'Union européenne en matière de protection et de sécurisation maritime. L'escale régulière nous permet, pas seulement pour lutter contre la piraterie dans les golfs de Guinée, mais contre toutes sortes de trafics. En effet, la piraterie dans ce cas spécifique a un impact très négatif sur les flux commerciaux, en sachant que le golfe de Guinée représente une très grande partie des flux commerciaux, justement entre même l'Asie et l'Europe. Dans le cadre d'une mission visant à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée, l'escale du navire Furor en Côte d'Ivoire sera de 8 jours. Le temps de formation et autres exercices militaires avec la Marine nationale ivoirienne. On fait des activités de plongée et des activités d'opérations d'interdiction maritime pour inspectionner des bateaux. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, a signé le livre d'honneur à bord du navire BAM, démontrant ainsi l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Nous avons beaucoup recours à l'Union européenne pour des stages de formation, que ce soit au niveau donc, de la marine, que ce soit au niveau de l'armée de l'air, que ce soit au niveau de l'armée de terre. Et nous nous félicitons cette fois-ci d'accueillir le bateau Furor de l'Espagne. Ce sont des pays qui ont gagné en expérience en matière donc, de mer, de terre et de ciel. Et nous pensons que nous avons beaucoup à tirer de ce partenariat. On ne peut que se réjouir d'avoir de tels échanges et tout ceci est formateur pour l'armée ivoirienne. L'échantillon d'un don espagnol à bord du navire BAM Furor pour la mise en œuvre, dès ses vacances scolaires, de projets communautaires dans le district autonome de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, a été remis à ses destinataires. Dans cette émission, nous avons décidé de faire un résumé un tout petit peu de la première semaine qui a fait les merveilles. Et surtout, là où la Côte d'Ivoire s'est hissée au firmament des grandes nations africaines désormais, c'était d'abord dans l'organisation de cette compétition, l'accueil de tous ces 23 pays, adjoints à celle de la Côte d'Ivoire dans les 24 pays, dans une aisance totale, avec des infrastructures qui répondent aujourd'hui au développement, hissées depuis plus d'une décennie par le président Alassane Ouattara. Mais tout de suite, puisque nous sommes en plein mois de janvier et que c'est le mois où on continue à présenter les vœux aux uns et aux autres, principalement au chef de l'État, qui est le premier de la nation, nous avons décidé de vous présenter la dernière série de vœux au chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui pour cette circonstance a reçu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire le 15 janvier dernier le monde académique, les entrepreneurs publics du secteur privé, de la société civile, de la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Le responsable des reportages spéciaux de CNN Abidjan, Koulibaly Ousmana, était au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire pour la circonstance. Reportage, Charlotte Abdoulaye. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce lundi 15 janvier 2024 au palais de la présidence de la République les vœux de Nouvel An 2024 avec le monde académique, les entreprises publiques et du secteur privé, la société civile, la chefferie traditionnelle et les guides religieux. En dépit des difficultés économiques mondiales, la Côte d'Ivoire maintient son économie en pleine santé avec un taux de croissance de 6,5% en fin 2022 avec une projection de 7% en moyenne sur la période 2023-2025. Des réformes, des investissements, mais surtout le climat de paix en Côte d'Ivoire favorise une croissance économique. Ceci est reconnu ici par les forces vives de la Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes. Les différents porte-parole, M. Kenigi Ouattara du monde académique, entreprises publiques et secteur privé, société civile, M. Nanan Boka Yapi Julien, des rois et chefs traditionnels, Monseigneur Boniface Ziri, du Forum des confessions religieuses, et Cheikh Ousmane Diakité, du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, ont tous formé à cette occasion des vœux de parfaite santé, de réussite et de paix, ainsi que de bénédiction pour le chef de l'État, mais aussi pour la première dame, Madame Dominique Ouattara, et les membres de leur famille. M. Kanigi Ouattara, au nom des acteurs du monde académique, des ordres et des organisations professionnelles, des chambres consulaires et des secteurs publics et privés, a exprimé ses sincères admirations au président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie nous offre l'opportunité de saluer les multiples avancées
enregistrer au plan des infrastructures et de réitérer notre entière adhésion à votre politique de transformation structurelle de l'économie visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2023. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, en réponse aux vœux qui lui ont été adressés, a remercié ses hôtes et a formé également à leur endroit des vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Il a souligné qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a poursuivi résolument sa marche vers le développement, malgré le contexte international et régional difficile, en démontrant sa capacité de résilience et la solidité de ses fondamentaux macroéconomiques et de ses institutions. Les projets visant à dynamiser les chaînes de valeur permettront de stimuler les rendements agricoles et de doper la production industrielle, ce qui soutiendra les perspectives de développement à long terme. Les réformes structurelles clés comprennent le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables et la promotion d'une croissance inclusive tirée par le secteur privé. Tout au long de l'année 2024, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des réformes nécessaires pour améliorer davantage le dynamisme de l'économie et permettre à nos entreprises de contribuer activement à la transformation structurelle de l'économie. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a ajouté que le gouvernement poursuivra sa politique de transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un rôle accru dévolu au secteur privé. Il a aussi affirmé que les perspectives sont prometteuses pour notre pays, d'autant que le gouvernement poursuit sa réalisation des infrastructures qui transforment qualitativement notre pays. Toutefois, il a souligné que tout ceci ne peut se faire que dans un climat de paix, rassurant pour les investisseurs. Enfin, évoquant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a dit être convaincu que grâce aux prières des uns et des autres, les éléphants de Côte d'Ivoire enregistreront de très bons résultats au cours de cette compétition de la jeunesse africaine. Il est à noter que cette troisième session d'échange de vœux clôture la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2024 au corps constitué et aux forces vives de la nation au président de la République, entamée ce lundi 8 janvier 2024. Nous devons dire que nous lui adressons des vœux de très bonne santé, des vœux de longévité dans la bonne santé et des vœux de paix intérieure, de paix familiale et de paix pour la Côte d'Ivoire. Ça nous permet déjà donc de sacrifier une tradition et c'est vraiment très important qu'en début d'année, toutes les forces vives de la nation puissent venir présenter leurs vœux au chef de l'État. Et c'est ce à quoi nous avons sacrifié donc ce matin. Au nom des commerçants de Côte d'Ivoire, il est de notre devoir de venir présenter nos vœux au chef de l'État. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous avons profité de l'occasion pour écouter les messages du chef de l'État en retour. Et nous partons satisfaits de tout ce qu'il a dit. C'est un véritable sentiment de fierté de se retrouver ici avec toutes ces sommités. Vous savez, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire nouvelle, avec ce que le président fait pour nous et pour toute la Côte d'Ivoire. Il était très important pour toutes ces personnes-là de venir vraiment faire allégeance, on va le dire, et puis présenter nos vœux, les meilleurs pour cette année 2024, qui est une année de jeunesse et une année de Cannes aussi. On attend que les autorités nous fassent appel pour leur montrer notre savoir-faire. Nous sommes des détectives privés, nous travaillons dans l'ombre et nous sommes là pour faire ressortir les preuves irréfutables quand on nous confie une investigation. Nous sommes venus présenter nos vœux de Nouvel An au chef de l'État et le message que nous avons reçu ici est tellement réconfortant que nous prions pour que Dieu le maintienne en bonne santé afin que tous les nouveaux chantiers qu'il est prêt à ouvrir, nous les accompagnons pour que l'année 2025, qui pointe déjà comme une année de défi, puisse être encore meilleure que celle-ci. La communauté musulmane ne prend toujours qu'un message de rassemblement, un message de paix, un message de vivre ensemble, sans lesquels un peuple, une communauté ne peut pas prospérer. C'est ce message que la communauté musulmane porte toujours. Que nous soyons unis, ensemble, comme on le dit, l'union fait la force.
Nous allons faire un clin d'œil à notre partenaire officiel qui n'est autre que l'Université internationale de Libreville qui forme des cadres, comme j'ai pour habitude de dire, qui sont prêts à répondre à l'exigence du marché du travail. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Nous allons parler un tout petit peu de ce prix qui a été décerné au président de la République congolaise, Congo-Brazzaville bien sûr, son Excellence, Denis Sassou Nguesso. Un prix qui honore tout l'engagement du président de la République congolaise, Denis Sassou Nguesso, sur le réchauffement climatique, l'écologie. Quand on pense aussi, lors de l'ouverture de cette émission, quand je parlais du ministre René Emmanuel Sadi de la communication de la République du Cameroun, qui a attiré l'attention aussi de la presse sur le réchauffement climatique. Et voilà que le président de la République du Congo-Brazzaville, honoré mondialement pour son implication dans la lutte contre le réchauffement climatique, reçoit un prix pour son travail en faveur de l'écologie. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Ce samedi 11 mai 2024, l'Académie des sciences d'Outre-mer a décerné le prix le plus prestigieux au chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Cette distinction lui a été décernée en reconnaissance de son engagement en faveur de la préservation de l'environnement, de ses actions et de son œuvre littéraire. Ce prix est destiné à récompenser l'œuvre valorisant les qualités d'un pays du continent africain. L'Académie des sciences d'Outre-mer considère l'œuvre intellectuelle du président de la République comme une contribution éloquente apportée au combat mené en faveur de la préservation de la biodiversité et de la planète. La valeur du combat mené par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour son leadership en matière de préservation de la biodiversité et de son œuvre littéraire, a été reconnue par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Déterminé à y parvenir et conscient de ces enjeux, vous avez tenu à proposer à vos pairs d'engager l'humanité vers une décennie africaine et mondiale de l'afforestation. Joignant la parole à l'acte, vous avez organisé l'année dernière le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux et proposé d'organiser cette année encore la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Le développement durable ne sera pas qu'un concept. Pour promouvoir une modernisation durable, il faut miser sur l'entreprise, sur la démocratie, sur l'action au sein des institutions internationales. Les sages et la notabilité ont remis un présent au secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, juste avant la photo de famille. Nous allons nous rendre du côté du Rwanda. Tout bouge aussi de ce côté-là. L'Afrique est en perpétuelle reconstruction, pratiquement en plein mouvement. Et ça fait plaisir pour les jeunes Africains, surtout quand je pense à ma jeune équipe de télévision dont la moyenne d'âge varie entre 25 et 30 ans. Je peux simplement leur dire que leurs aînés tiennent à leur laisser une Afrique merveilleuse. Nous allons au Rwanda. Le président de la République de Guinée-Conakry, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a séjourné à Kigali, au Rwanda, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Cette visite de travail et d'amitié des 2 chefs d'État, celui du Rwanda et de la Guinée-Conakry, n'est qu'au profit de leurs différentes populations.
Reportage Raoul Sankoué. Aux alentours de 17h30, heure locale, l'avion ayant à son bord le chef de l'État s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Kigali. Au bas de la passerelle, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, était présent pour accueillir son frère et ami, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, Madame Lauriane Doumbouya. Après les salutations d'usage entre les deux chefs d'État, ils ont souscrit au rituel des hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue la troupe. S'en sont suivis des échanges de poignées de main entre les membres des délégations rwandaises et guinéennes. Notons que du côté guinéen, la présence des ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, des télécommunications, des transports, des infrastructures, de l'ambassadeur de la Guinée au Rwanda, ainsi que les conseillers du président de la République. Le président Paul Kagame a ensuite offert à son hôte une séance de danse culturelle, symbole de l'identité du Rwanda, avant le tête-à-tête dans le salon présidentiel. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et sa suite ont ensuite pris la direction de sa résidence où les attendait une délégation de la communauté guinéenne établie au Rwanda. Cette visite s'annonce donc sur une note de satisfaction et de respect mutuel, avec un agenda chargé pour le chef de l'État. Celui-ci aura l'insigne honneur de participer avec son épouse à un dîner au palais de la présidence rwandaise, puis le lendemain, le général Mamadi Doumbouya se rendra au Genocide Memorial Center de Kigali pour le dépôt d'une gerbe de fleurs et la visite d'une usine de raffinerie d'or. Le cours de cette visite sera l'inauguration de la toute nouvelle ambassade de Guinée au Rwanda, suivie d'une rencontre avec la communauté guinéenne établie dans le pays. Ce voyage illustre parfaitement la force de la diplomatie guinéenne, affirmée et confirmée avec le chef de l'État guinéen, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, sur la scène internationale. Il met également en lumière les liens de coopération consolidés entre Kigali et Conakry. Retour sur notre plateau, nous allons parler de la sécurité. La sécurité qui a été un élément très important lors de la CAN 2023, l'édition 2023 qui s'est déroulée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, où la sécurité a brillé de mille feux. Parce que des 23 pays accueillis en Côte d'Ivoire, il n'y a eu aucun souci sur le plan sécuritaire. C'est l'occasion pour nous de faire la part belle à ce service de sécurité et spécifiquement la police pour le cas d'espèce. À l'heure du modernisme dans tous les secteurs et la rigueur dans la gestion de la chose publique, la police nationale a dressé son bilan de l'année 2023. Reportage Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye. Les services de la police nationale de Côte d'Ivoire ont évalué l'ensemble des activités sécuritaires menées au cours de l'année 2023. Pendant 3 jours, ils ont examiné les thématiques en lien avec la recherche des stratégies de protection de personnes, des biens et des institutions de la République. Ainsi, ils ont réarticulé le dispositif sécuritaire pour le bien-être des populations. À la fin de ce séminaire, des recommandations ont été formulées. Créer une sous-direction au sein de la direction de la police économique chargée exclusivement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Signer les projets d'arrêté portant création, fonctionnement et attribution des unités de police RECO. Poursuivre la construction de nouveaux postes de police frontière afin d'accroître la collecte de renseignements opérationnels pour prévenir efficacement les menaces terroristes. Ce séminaire de réflexion a vu la participation et l'appui des partenaires au développement. Le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire a félicité l'engagement de ces hommes dans la sécurisation des hommes, des personnes et des biens. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'il me soit permis d'exprimer notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour les actions menées en faveur de la professionnalisation des forces de l'ordre. L'examen de la mise en œuvre des recommandations du présent séminaire montre que 90% des recommandations faites en 2023 ont trouvé satisfaction. Pour sa part, M. Benjamin Efoli, le représentant du général Vagondo Diomandé, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a félicité la police nationale pour le travail abattu. Je voudrais vous rassurer de la ferme volonté
et surtout de l'engagement de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à vous appuyer dans toutes vos initiatives, notamment celles orientées vers l'anticipation et la recherche de l'efficacité. Ce séminaire de réflexion de la police nationale a permis de définir une stratégie efficace de gestion du personnel de la police nationale en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Tout bouge, et ça bouge énormément. C'est un pays qui travaille, un pays où tout le monde est au forum, où le ministre, membre du gouvernement et le président de la République. Nous avons été très attentifs à une cérémonie qui était attendue par tout le monde, au niveau d'ailleurs même international. En Côte d'Ivoire, on peut dire que ce jour, tout le monde était sous anesthésie. C'était le 18 juin, et nous allons vous proposer à notre manière, notre grand format. Ce grand format est consacré à ce 18 juin, devenu traditionnel en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a décidé de présenter l'état de la nation au Congrès réuni, à savoir la Chambre basse et la Chambre haute de Côte d'Ivoire, en présence aussi des responsables et présidents de grandes institutions, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. La dextérité de toute l'équipe de reportage de CNN, Ousmane Koulibaly, Lévite Edivonon, Marcel Basselet à la post-production et la voix de Constant Ika vous présente un résumé, un récapitulatif de ce 18 juin 2024 depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. L'esplanade du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan était aux couleurs d'une cérémonie d'État. Sécurité. Tout a été mis en place dans la pure tradition républicaine des grands jours. La Chambre haute et la Chambre basse de Côte d'Ivoire réunies le 18 juin 2024 pour une circonstance majeure. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'adresse à la nation ivoirienne face aux honorables députés de l'Assemblée nationale, aux vénérables sénateurs du Sénat ivoirien et aux membres du gouvernement et institutions internationales, sans oublier le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Il est exactement 10h45 lorsque le couple présidentiel, son Excellence Alassane Ouattara et Madame Dominique Ouattara, accueillis par son Excellence Thiemo Komele Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Premier ministre Robert Begré Mambé, et dans le sas par l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, la vénérable Kandia Camara, président du Sénat. Le président de la République Alassane Ouattara fera son entrée très détendue avant de prendre place sur l'esplanade du Palais des Congrès. L'ouverture de la séance se fait par le président de l'Assemblée nationale qui invite sur le pupitre le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, les parlementaires que nous sommes sont très sensibles à la grande considération que vous nous accordez en venant personnellement nous délivrer votre message sur l'état de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais très respectueusement vous inviter à la tribune pour livrer aux représentants du peuple votre message sur l'état de la nation. Je vous remercie. Le président Alassane Ouattara prend la parole. Depuis notre dernière réunion du Congrès, le 25 avril 2023, plusieurs hautes personnalités de notre pays nous ont quittés. Je voudrais saluer leur mémoire. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et ancien président de l'Assemblée nationale, à qui je voudrais une fois de plus rendre un vibrant hommage. Je remercie l'ensemble de la population qui, dans sa diversité, l'a accompagné dignement à sa dernière demeure le 1er juin dernier à Pépressou. J'ai également une pensée émue pour mon jeune frère, le président Mamadou Koné, ancien président du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de la magistrature, qui a été rappelé à Dieu le 8 avril 2024. Je pense également à mon jeune frère et compagnon du RDR,
de longue date, Ibrahima Fani, ancien maire de la commune de Boaké, qui vient de nous quitter. Je réitère mes condoléances les plus attristées à leurs familles respectives, ainsi qu'aux familles de tous ceux qui nous ont quittés. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à leur mémoire. Je vous remercie. Le président Alassane Ouattara a réaffirmé son engagement à poursuivre l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, pilier de tout développement, a-t-il dit devant le Parlement réuni en congrès et en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des présidents d'institutions nationales et internationales. Je tiens à vous rassurer que votre bien-être reste la préoccupation essentielle de mon action. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler le coût de l'électricité. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a indiqué que conformément à son engagement d'atteindre un taux d'électrification de la République de Côte d'Ivoire de 100% à fin 2025, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 86% à fin 2023. Conformément à mon engagement d'atteindre un taux d'électrification de 100% en fin 2025, je dois vous informer que le taux de couverture est passé de 33% en 2011 à plus de 86% en fin 2023. Donc nous sommes sur la bonne voie. En matière d'eau potable essentielle dans la vie humaine, le taux de couverture en hydraulique urbaine est estimé à 78%. S'agissant de l'approvisionnement en eau potable, là nous faisons moins bien. Le taux de couverture en hydraulique urbaine est maintenant seulement à 78% et nous ferons beaucoup pour que cela s'améliore le plus rapidement possible, surtout dans la région de l'ouest du pays. Dans le secteur santé, 72% des populations ont accès à un centre de santé à moins de 5 km à fin 2023. Notre politique de gratuité ciblée a aussi contribué à une réduction importante de la mortalité maternelle et infantile et à la lutte contre le paludisme. Je dois ajouter que nous avons lancé une politique très volontariste de construction d'infrastructures sanitaires avec des plateaux techniques modernes pour une prise en charge efficiente des patients. Ainsi, le programme hospitalier qui se poursuit a permis de doter toutes les grandes régions du pays d'infrastructures de qualité. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 a permis d'adopter une réponse concrète aux problèmes de la jeunesse. L'école de la deuxième chance et les centres de services civiques ont contribué à l'insertion professionnelle des jeunes. Les programmes mis en place pour encadrer les jeunes à l'insertion sont désormais mieux alignés avec les besoins des entreprises. En effet, les centres de services civiques et l'école de la seconde chance permettent de donner à nos enfants les aptitudes pour une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement a aussi procédé à la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Avec la mise en place du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025, pour un montant de 1118 milliards de francs CFA, nous apportons des réponses concrètes aux problèmes de la jeunesse en matière d'insertion professionnelle, de formation, de sensibilisation, d'amélioration des conditions d'études et d'accès
au financement. Et j'ai suivi récemment une déclaration du ministre Mamadou Touré qui donnait les détails de ce programme à la télévision. Toutes mes félicitations, jeune Touré. Nous continuerons de renforcer nos actions pour que nos jeunes, qui sont l'avenir de notre pays, contribuent à son développement à la hauteur de leur énorme potentiel. Une nouvelle ère a commencé avec une jeunesse au travail, une jeunesse innovante et une jeunesse qui incarne l'Ivoirien nouveau qui m'est très cher. S'agissant de l'autonomisation des femmes, le FACSI a mis 80 milliards de francs CFA à la disposition de 400 000 femmes de Côte d'Ivoire pour le financement de leurs activités. S'agissant de l'autonomisation des femmes, les initiatives en vue de créer des activités génératrices de revenus pour nos sœurs et nos filles demeurent notre priorité. N'est-ce pas, Madame la Première Dame? Dans ce cadre, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, initié et mis en œuvre par la Première Dame, mais le président aussi a eu quelque chose à voir dans ça, a permis de mettre des crédits de 80 milliards de francs CFA à la disposition de 400 000 femmes de Côte d'Ivoire. Bravo à Madame la Première Dame. L'état de la nation ainsi fait, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bitogo, a levé la séance. CNN, la télévision autrement, depuis le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, a recueilli pour vous quelques impressions. Vraiment, je voudrais féliciter le président de la République. Et avec le bilan qui a été fait, ça nous a permis de voir les réalisations qui ont été faites en Côte d'Ivoire en termes de développement. Moi, je retiens que le taux de couverture dans l'électrification, il a parlé de 83%. Aujourd'hui, 72% de la population est à moins de 5 km d'un centre de santé. Ce sont des acquis qui sont vraiment importants et on a besoin de le savoir parce que ce n'est pas évident et c'est ça aussi le bien-être des populations. Et vraiment, ce bilan est le bienvenu et ça nous a permis de situer le développement de la Côte d'Ivoire et d'être fiers de notre pays, la Côte d'Ivoire, et je suis vraiment fier. Beaucoup d'émotions pour ce grand discours. Le président d'abord a mis fin au débat parce que de spéculation, on dit avons entendu. Mais le président fait un discours de paix, un discours de rassemblement, un discours de cohésion, un discours évidemment où il appelle tous les Ivoiriens à l'humilité, à la solidarité, à l'union. Nous, on n'est pas satisfaits et on sait que le travail continue parce que ce monsieur-là est une chance pour la Côte d'Ivoire. Je pense que le président a fait un très bon discours. Il a pris vraiment le temps pour dire à la nation quel est l'état réel du pays. Sur les inquiétudes que certains ont en ce qui concerne les questions d'endettement, sur le partage de la richesse, de la croissance, avec tout ce qui est fait comme investissement dans le social, notamment dans l'éducation, dans la santé. Il a décliné un peu tout ce que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement sous la direction du Premier ministre en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, en ce qui concerne la cherté de la vie. Le président a vraiment fait tout le tour de la question. Cet exercice est désormais annuel. Il permet au chef de l'État, au président de la République, de faire l'état de la marche de notre pays. Et je pense que ce qui ressort principalement, c'est que le pays va bien. Le pays est en très bonne santé. Tous les indicateurs sont au vert. Et le président en a profité pour passer des messages particuliers qui encouragent tel ou tel acteur gouvernemental, mais en même temps qui mettent en évidence en réalité les points sur lesquels il souhaite que les choses aillent plus fortement ou plus vite. C'est du classique. Le président, chaque année, doit s'adresser à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Il a respecté cette tradition et en principe, c'est un cadre pour faire le bilan de son action. Il nous a donc dressé un bilan très éloquent sur
12-13 dernières années. Je voudrais vraiment lui renouveler mon admiration. Maintenant, certains de nos compatriotes peuvent s'attendre à d'autres informations. Le président a bien indiqué que ce sera pour une autre fois. Il faut dire que nous avons suivi avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt donc le message du chef de l'État. Il faut dire que nous avons été très heureux de voir que le président de la République a fait un état des lieux de la situation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Ce qui nous a permis de comprendre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire se porte bien et que la Côte d'Ivoire est même classée parmi les meilleurs élèves au plan économique et social en Afrique de l'Ouest. Le président nous a montré les avancées sur le plan des infrastructures, beaucoup d'autres points positifs qui ont été réalisés au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'était l'objet de sa rencontre aujourd'hui avec le Parlement pour parler directement au peuple. Le président de la République est un grand homme. C'est un homme de vision et il n'a pas changé de vision. Le président de la République est resté droit dans ses bottes sur le développement de la Côte d'Ivoire. Son objectif, c'est de développer la Côte d'Ivoire et hisser la Côte d'Ivoire aux mêmes normes que les autres pays que nous allons visiter ailleurs. Tout en vous remerciant d'avoir suivi ce programme, n'oubliez pas toutes les rediffusions de ce programme hebdomadaire sur vos médias. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission, tout en vous rappelant de rester focus sur votre petit écran, celui que vous avez choisi pour suivre la rediffusion, et aussi sur cnntv.ci, qui est relayé en simultané sur la radio mondiale Voltage 2, dont l'application est téléchargeable, comme vous le savez déjà, sur Google Play, sur Apple Store et en replay sur www.siwebinfo.net. Je suis Consti Eka. Au revoir.